Je commence avec cette citation-là que j'ai appris seulement récemment. C'est un journaliste paysagiste qui disait que observer un paysage stimule l'esprit sans le fatiguer. Il l'apaise tout en le stimulant. Donc, ça fait un lien avec Frédéric. Et ainsi, l'esprit influençant le corps, c'est l'ensemble du système qui s'en trouve rafraîchi et redynamisé. Donc, ça fait du bien à l'esprit et ensuite, l'esprit soigne le corps à travers la nature. Donc, la biophilie, c'est un concept que moi, j'ai appris, ça fait à peu près 6 ans. Le terme, je ne l'aimais pas vraiment au départ, biophilie, ça sonne spécial un peu. Et c'est des architectes qui avaient amené ce concept-là. Ils m'avaient approché parce que je travaillais sur la lumière, puis eux s'intéressaient à la lumière artificielle au niveau de l'architecture, mais aussi la lumière naturelle. Parce que la lumière naturelle, c'est très intéressant, mais il faut la contrôler. Moi, j'ai un local de recherche où c'est il y a beaucoup de fenêtres, mais les étudiants, ils vont les fermer toute la journée parce que le soleil qui entre va interférer avec l'ordinateur, ça fait trop de chaleur, donc il faut monter la climatisation. Fait qu'il y a des avantages, mais il y a des désavantages aussi. Donc, on va compenser par la lumière artificielle, mais comment on la fait? Donc, le concept de biophilie que mentionnait Frédéric, c'est que l'humain a comme un besoin inné d'être en contact avec le vivant, avec la nature. Et nous, notre intérêt était davantage lié à la lumière. Donc, je vous montre des concepts de biophilie qui sont intégrés maintenant dans les nouveaux édifices. C'est assez courant. Ici, on a du tapis qui ressemble à du galet, mur vert, mur de pierre, juste pour que ça ressemble davantage à la nature. On a la pierre et le gazon ici. On a la plage ici, en bas. Et donc, la nature comme telle, nous, ce qui nous intéressait, c'est de faire le pont grâce à la lumière à l'intérieur et d'évaluer, nous, nos recherches, c'est d'évaluer l'impact sur le bien-être et le fonctionnement du cerveau. Donc, pour vous amener à comprendre ça, on va passer au niveau des connaissances qui ont été acquises au cours des années sur l'impact biologique de la lumière. Donc, ça a commencé par un Français en 1729 qui observait que les feuilles des plantes s'ouvrent et se referment au même moment en noirceur constante que lorsque soumis à un cycle de lumière et d'obscurité. Donc, Jacques Dortoux de Meyran a mis une plante exposée à la lumière naturelle et une autre plante dans le sous-sol où il n'y avait aucune fenêtre. Et s'est aperçu que les deux s'ouvraient et se fermaient au même moment. Donc, il a émis l'hypothèse que les plantes ont une horloge biologique interne. Donc, on sait que les plantes sont capables de capter la lumière bleue et la lumière rouge. Ils vont réfléchir la lumière verte dont ils ne la captent pas. Nous, les humains, on est capable de capter toutes ces longueurs d'onde-là. Par contre, ça a pris plus de 200 ans avant qu'on pense que l'humain avait une horloge biologique. Donc, vous voyez que la science, ça évolue pas si vite que ça. Moi, les études en chronobiologie, c'est dans les années 80. Donc, c'est pas si loin que ça. Et donc, ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est bon, les humains, on est plus intelligents, on n'a pas besoin d'une horloge biologique, on est capable de comprendre que c'est le jour, que c'est la nuit, on est trop brillants, nous. Mais on ne se rend pas compte qu'on est tous, à la base, au niveau biologique, on a les mêmes origines. Donc, l'horloge biologique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le chef d'orchestre de notre corps et ça a une importance primordiale pour notre bien-être et notre santé mentale. Donc, notre horloge gère environ 150 cycles internes qui sont synchronisés grâce à l'horloge biologique avec le cycle de rotation terrestre de 24 heures. Cette synchronisation-là se fait avec l'alternance du cycle de la lumière et de l'obscurité. Je vous donne des exemples de rythme biologique. Ici, vous avez 2 périodes de 24 heures côte à côte. La période ce qui est assuré en bleu, c'est la période de sommeil et le reste, c'est la période de veille. Et on voit ici, par exemple, le deuxième graphique. On a le rythme de température corporelle qui va augmenter durant la journée, qui va descendre de façon drastique durant la période de sommeil. On tombe un peu en état d'hibernation. Et donc, qui va remonter avant un petit peu le réveil. On a aussi l'hormone de croissance qui est sécrétée dans les premières heures du sommeil.
Et un autre exemple ici, c'est le cortisol à la fin de la période de sommeil, qui est une hormone de stress qui prépare le corps au réveil. Donc, c'est important que chaque cycle ou creux et pic arrive au bon moment pour avoir un fonctionnement idéal pour le corps. Et quand tout ça se désynchronise, bien, évidemment, ça peut avoir des impacts au niveau de notre santé mentale. On sait qu'il y a des différences interindividuelles. On sait qu'il y en a qui sont plus du type matin. Et on sait que c'est d'origine biologique. Leur production de mélatonine, qui est un indicateur de temps pour notre horloge biologique, va débuter plus tôt que les types de soir où le mélatonine va débuter vers minuit au lieu de 19 heures. Donc, si quelqu'un vous dit « je suis un type de matin » ou un type de soir, ça existe. C'est pas juste psychologique, c'est pas juste une préférence, c'est vraiment biologique. Donc, évidemment, les types de matin vont avoir des problèmes un peu plus durant le week-end parce qu'ils vont avoir de la difficulté à se lever plus tard, même si on sont restés éveillés plus tard durant le week-end. Le matin, ils vont se réveiller de façon biologique plus tôt. Et le type de soir, ben, c'est l'inverse, c'est que la semaine, il a tendance à se coucher trop tard, mais pour le travail, il doit se lever plus tôt. Et là, il y a un déficit de sommeil. On sait qu'en psychiatrie, la bipolarité, schizophrénie, il y a beaucoup de types de soirs et on soupçonne même que le type de soir est plus propice à développer des problèmes de santé mentale, probablement dû au fait qu'on n'est pas très bien synchronisé avec notre environnement, le cycle naturel, cycle lumière-obscurité naturelle. On sait que les enfants et les personnes âgées sont types de matin et on sait que les adolescents sont types du soir, donc ça débute à peu près à l'âge de 12 ans jusqu'à 20 ans. Et ce n'est pas, encore une fois, une préférence, c'est vraiment leur horloge biologique qui est décalée, qui fait qu'ils vont avoir tendance, ils ne seront pas fatigués le soir, ils vont s'endormir plus tard. Évidemment, le matin, ils doivent repartir pour l'école, donc ils vont avoir une carence en sommeil et ça peut avoir des conséquences, mais ce n'est pas que l'adolescent il a envie de dormir plus, c'est son horloge biologique qui est comme ça. On ne sait pas pourquoi, quelle raison biologique qui fait que les adolescents sont de type de soir, mais à peu près vers l'âge de 20 ans, ça peut aller jusqu'à 25 ans, il va y avoir un changement. On sait que les hommes sont plus type de soir que les femmes. Ça, c'est à peu près jusqu'à 50 ans. Donc, ça, c'est particulier aussi. Et au niveau de l'horloge biologique, on sait que l'horloge perd de 6 à 12 minutes quotidiennement. Donc, ce qui est nécessaire à notre horloge, c'est l'utilisation de lumière le matin pour se resynchroniser quotidiennement. Si on n'utilise pas la lumière du matin, on ne s'expose pas, notre horloge va décaler et après quelques jours, on va être décalé d'une heure, de 2 heures, après une semaine. Et ça peut avoir des effets, c'est qu'on va s'endormir plus tard et on va avoir des carences en sommeil parce qu'il faut se lever quand même pour le travail. Donc, la lumière matinale est très, très primordiale dans nos vies. C'est souvent très négligé. Ici, je vous montre des photos que vous reconnaîtrez sûrement qui ont été prises à Paris, sauf la dernière qui a été prise à Amalfi, en Italie. Ce qu'on remarque, c'est le ciel bleu partout. On a la même chose ici, c'est le Château Frontenac à Québec. Et donc, le ciel bleu est fait du fait que quand la lumière traverse l'atmosphère, les rayons bleus vont être dispersés davantage. Ce sont des courtes longueurs d'onde et ça va générer un ciel bleu. Malgré le fait qu'on sait que le ciel est bleu depuis très, très longtemps, on n'a jamais pensé que la lumière bleue était la plus importante pour notre cerveau. On a toujours pensé que c'était la lumière blanche qui était l'ensemble de toutes les longueurs d'onde. Donc, c'est seulement qu'en 2001 qu'on a découvert que la lumière bleue était le principal stimulant pour notre cerveau et notre horloge biologique. On le savait chez l'animal depuis quelques années, mais encore là, on s'est dit, on est des humains, on n'est pas des animaux. Donc, on a nié ça pendant des années. Et finalement, pour découvrir un nouveau photorécepteur dans la rétine qui capte seulement la lumière bleue et qui envoie la lumière bleue directement à notre horloge biologique et à plusieurs régions du cerveau, dont le cortex préfrontal, le pulvinar, l'hypothalamus, le thalamus plutôt. Donc, plusieurs régions qui vont être impliquées aussi dans la mémoire, dans les fonctions exécutives et au niveau de l'humeur, évidemment.
Donc, c'est des découvertes qui datent d'à peu près 24 ans seulement. Et vous savez, la lumière bleue a eu une mauvaise presse pendant des années parce que la lumière bleue est testée chez des animaux nocturnes. Évidemment, un animal nocturne ne s'expose pas à la lumière naturelle le jour, il va dormir. C'est la nuit qui va sortir. Donc, ce n'était pas des recherches très valides de s'intéresser, d'exposer des animaux nocturnes à des doses super fortes de lumière bleue puis de dire que c'est dangereux pour les yeux. C'était logique que c'était dangereux pour ces animaux-là. Mais il y a une recherche d'un chercheur, un collègue de Strasbourg, qui, lui, a utilisé un rongeur qui vit dans le désert et il n'a jamais réussi à détruire sa rétine avec des lumières de très forte intensité parce que ce rongeur-là est fait, et diurne, est fait pour capter la lumière comme nous, les humains, on est fait pour capter la lumière. Donc, si on regarde dans la nature, effectivement, si on regarde le spectre, la lumière naturelle contient beaucoup de lumière bleue. On contient quand même beaucoup de lumière verte et rouge, mais majoritairement de la lumière bleue. Si on compare avec les ampoules incandescentes qui étaient utilisées à une certaine époque, nous, on a vécu, les personnes de notre âge qui sont au moins plus que 50 ans, on a vécu avec ces expositions-là de lumière incandescente qui contenaient très, très, très peu de bleu et qui contenaient plus du vert et du rouge et qui étaient moins stimulantes pour le cerveau. Donc, ce qui est favorisé durant la journée, on va favoriser des lumières qui contiennent plus de bleu pour stimuler notre horloge biologique. En fait, les nouvelles recommandations, il y a eu un groupe d'experts qui se sont prononcés en 2020 qui recommandent que du matin jusqu'à la fin de la journée, on s'expose à des doses plus élevées de lumière bleue artificielle. Et ça se fait à travers, par exemple, des diodes électroluminescentes qui contiennent un peu plus de bleu que les fluorescents standards. Et évidemment, en soirée, il faut couper cette lumière-là qui est stimulante pour faciliter la production de mélatonine et nous préparer mieux au sommeil. La mélatonine, comme telle, ne cause pas le sommeil. Vous pouvez prendre des doses gigantesques de mélatonine, vous ne vous endormirez jamais. La mélatonine est un régulateur des rythmes biologiques et renseigne notre horloge biologique que c'est la période de noirceur qui survient à ce moment-là. Donc, c'est juste un régulateur des rythmes, mais ça ne fait pas dormir. Et si vous dites que ça vous fait dormir, c'est un effet placebo tout simplement, parce que tout le monde dit ça, et vous y croyez. Donc, ici, on a le soleil qui fait sa course durant la journée, et on remarque qu'en fin de journée, le soleil, la lumière va être plus jaune. Et c'est ce qu'on appelle... et c'est comme ça qu'on définit la lumière en termes de degrés Kelvin. Donc, on appelle ça la température de couleur de la lumière. Plus elle est bleutée, plus le nombre de Kelvin sont élevés. Plus elle est jaune, moins les Kelvins sont élevés. Donc, c'est imaginer un corps noir qui serait chauffé. Il va passer par différentes couleurs et quand il sera très, très, très chaud, il va devenir bleu. Comme une flamme, c'est la même chose. Une flamme moins chaude va être jaune et une flamme plus chaude va être bleue. Donc, on a les différents types de lumière qui sont utilisés couramment. Ici, on a le blanc chaud qui est entre 2000 et 3000 Kelvin. Ici, c'est plus ce qu'on utilise standard, les lumières blanc neutre et la lumière blanc froid qui est au-dessus de 5300. Si on compare avec le soleil est autour de 5781 et une chandelle 1000 Kelvin. Donc, une chandelle va être beaucoup plus jaunâtre et le soleil va se ramasser, ça va être davantage plus près du blanc froid. Ici, on a les différences, si on les compare côte à côte, des différents types de lumière, d'une lumière qui va être plus bleutée, une lumière qui est plus jaunâtre. Donc, c'est celle qui est la blanc froid qui se rapprocherait davantage de celle du jour et qui, pour notre horloge, serait plus stimulante et même notre cerveau. Par contre, est-ce que c'est préférable? Est-ce que les gens apprécient ce type d'éclairage-là? C'est une question. Donc, il y a eu des études qui ont été faites. Ici, une étude qui a été faite en Malaisie. On a comparé 3 types d'éclairage avec des étudiants en médecine et ils ont évalué la performance, comment ils se sentaient, etc. C'était des expositions de 50 minutes et chaque personne était exposée à ces différents types de lumière-là sur différentes journées. Ce qui a été observé, c'est qu'effectivement, quand on augmente le nombre de Kelvin, une lumière plus bleutée, la vigilance, les activités académiques sont améliorées.
Donc ça, c'est très bien. Par contre, les gens ont préféré l'ambiance à 4000. Ils n'ont pas aimé beaucoup l'ambiance à 6500 parce que c'est une ambiance qui est plus froide. C'est moins agréable d'être dans ces pièces-là. Nous, récemment, on a répliqué cette étude-là en se disant il y a peut-être des contextes culturels. En Malaisie, il faut dire que leurs fluorescents sont encore autour de 3000 Kelvin, tandis qu'en Amérique du Nord, on est autour de 4000 Kelvin. C'est notre standard depuis plusieurs années. Donc, on s'est dit, on va comparer des fluorescents 4000 Kelvin, qui est le standard, à des diodes électroluminescentes de 5000 Kelvin. C'est des fluorescents qui sont commerciaux. On peut les acheter en magasin. C'est ce qu'on a fait. On a remplacé. On a fait repeinturer les murs pour qu'ils soient exactement de la même couleur, le même blanc. Et les participants faisaient les deux pièces sur des journées différentes, des expositions de 50 minutes. Et il y avait des tests de performance, des tests visuels pour voir les effets. Effectivement, on a trouvé que les gens étaient plus stimulés, qu'ils étaient plus performants. Par contre, les gens, sans savoir dans quelle pièce ils étaient au départ, ont préféré la pièce à 4000 Kelvin. Ils ont trouvé que la pièce à 5000 Kelvin était trop froide, était moins agréable de s'y retrouver. Donc, oui, en pratique, on peut dire qu'on pourrait recommander des éclairages plus bleutés, mais si les gens ne se sentent pas bien dans ces éclairages-là, ce n'est pas gagnant non plus au niveau psychologique. On s'est intéressé aussi au vitrage avec les architectes. Donc, c'est les fenêtres. Et on a utilisé 3 types de couleurs qui sont commerciales aussi, bronze, neutre et bleu. Si on ne les met pas côte à côte, vous ne pouvez pas savoir laquelle est laquelle si vous regardez juste l'une d'entre elles. Mais par contre, les résultats montraient des préférences quand même. Donc, les personnes étaient exposées ici dans une maquette. Les architectes aiment beaucoup les maquettes, ça, je peux vous le dire. Donc, ils ont fait une maquette, un corps, et là, la personne était immersée dans la maquette. On changeait la fenêtre. Ici, c'est l'École d'architecture à Québec. Bon, réussir à changer une fenêtre, ce ne serait pas possible dans un institut en santé mentale, mais en tout cas, à l'École d'architecture, ils étaient capables de faire ça. Et les personnes venaient dans la maquette pendant 45 minutes et subissaient les 3 types de vitrage sur des périodes différentes. On utilisait toujours le même moment de la journée. Il fallait s'assurer que le ciel était dégagé, etc. Donc, c'est quand même ardu comme expérimentation. Et ce qu'on a observé, c'est que les gens ont préféré le vitrage bronze, malgré le fait que le vitrage bleu laisse entrer plus de lumière bleue, donc devrait être plus stimulant à la rigueur. Ils ont préféré le vitrage bronze parce que ça donnait une impression qu'il faisait toujours soleil dans la pièce par rapport à un bleu qui donnait une impression que c'était nuageux et même le neutre aussi. Donc, il y avait un aspect psychologique de l'impact du vitrage qui était à l'inverse de ce qu'on s'attend. Si tu laisses entrer plus de lumière bleue, on s'attend à ce que ça soit mieux, mais ce n'est pas le cas au niveau de l'ambiance que la personne perçoit. Donc, ainsi, le choix de la lumière artificielle versus vitrage va avoir des impacts différents au niveau psychologique. Maintenant, le lien avec la santé mentale, ça aussi, ça a pris énormément de temps, la science, de s'intéresser à la lumière. On avait Hippocrate qui recommandait l'exposition au soleil comme élément thérapeutique. Pinel qui intègre la lumière, la nature dans ses traitements humanistes des troubles mentaux. Frédéric Cook qui observe que l'absence de soleil provoque la dépression, l'irritabilité et la léthargie. Donc, il essayait d'augmenter l'exposition lumineuse de ces marins. Donc, on a plusieurs études du passé ou des psychiatres, des chercheurs, pas des chercheurs, mais des médecins qui se disent je pense que la lumière, c'est important. Mais on a dû attendre jusque dans les années 1980, et c'est un ingénieur australien qui habitait en Pennsylvanie et pendant 12 ans, qui a fait un journal quotidien de son humeur. Et là, il s'est aperçu, je tombe en déprime toujours les mêmes mois de l'année et je suis en rémission naturelle au printemps et à l'été. Je tombe toujours en déprime à l'automne et je reviens naturellement au printemps. À ce moment-là, en 1980, on a eu la découverte que si on stimule les gens à la lumière la nuit,
on supprime la production de mélatonine. Donc, il y avait une évidence que la lumière avait un effet biologique sur le cerveau. Donc, lui, il a parlé au chercheur Norman Rosenthal, qui, lui, en 1984, il a dit, on va essayer la luminothérapie. Et ils sont aperçus que ça fonctionnait. Et donc, on a attendu toutes ces années-là. Et même moi, en 2001, j'étais arrivé à Québec et on disait que j'étais un charlatan parce que je faisais de la recherche sur la luminothérapie. Juste pour vous dire, j'étais un charlatan et c'est des gens de l'Institut. À un moment donné, il était à la radio puis il a dit, ah oui, il y a Marc Kébert qui fait cette recherche-là. C'est du charlatan. C'est incroyable, là. On est en 2001. Et la découverte s'était faite en 1984, donc on était 16 ans plus tard, et encore là, c'était mal vu en psychiatrie. Et ça a pris plusieurs années, mais les... Oui, c'est ça. Et donc, il y avait beaucoup... Pourquoi? Parce que ce n'est pas des médicaments, c'est naturel, donc on ne voyait pas comment ça peut fonctionner. C'est psychologique, c'est les gens et les patients utilisaient la luminothérapie, ils voyaient bien que ça fonctionnait. Donc, nous, on a fait une étude. Et là, on a exposé les gens à la luminothérapie. On a mesuré, on avait découvert que les gens qui souffrent de déprime hivernale, ils ont une baisse de sensibilité rétinienne à la lumière. Et quand on les expose à la luminothérapie, après 4 semaines, ça redevient normal. Leur rétine, leur fonctionnement rétinien se normalise. Il se normalisait aussi à l'été en rémission naturelle. Donc, on avait une démonstration biologique que la luminothérapie avait un effet sur le cerveau et on pouvait le détecter au niveau de la rétine. Donc, à l'époque, on était dans des intensités de 10 000 lux. Nous, on avait essayé 5 000 lux, ça fonctionnait. Et maintenant, avec la lumière bleue, sachant que ça a beaucoup plus d'impact sur le cerveau que de la lumière blanche, on peut réduire les intensités. Et c'est 30 minutes d'exposition le matin et ça fonctionne très, très bien. Donc, on sait que la déprime saisonnière, c'est dû au fait qu'on manque de lumière. Nos recherches indiquent que nous, en Amérique du Nord, on s'expose environ à 2 heures de lumière naturelle l'été par rapport à 30 minutes en hiver. C'est dû au fait que vous allez au travail, il n'y a pas de lumière. Vous revenez du travail, il n'y a pas de lumière. C'est sûr que vous ne pouvez pas faire un barbecue le soir, l'hiver. Donc, il n'y a pas de lumière non plus de toute façon. Et si vous ne faites pas d'activité sportive l'hiver, vous vous exposez très peu à la lumière naturelle parce que la période de clarté est réduite, donc les probabilités sont moins grandes. Donc, il y avait un sondage qui a été fait à Montréal à l'époque, en 2010, qui rapportait que 42 des Québécois affirment se sentir plus fatigués et déprimés en janvier et en février. Et ce fameux psychologue de l'Institut avait dit « Ah, c'est parce qu'ils reçoivent leur carte de crédit après Noël et là, ils sont en déprime. » Et 26 des Québécois disent être moins productifs durant cette période. Donc, le manque de productivité, c'est quand même important, puis c'est facile à corriger par la luminothérapie, c'est 30 minutes, pas plus. Donc, puis ça fonctionne. Nous, dans notre étude, il y avait 32 participants et on a eu un taux de 100 de succès. Donc, ce n'est pas du 60, du 50, c'était 100 %. Tous les patients ont été en rémission. Maintenant, il y a des développements qui se font. On a des études dans le Parkinson qui montrent des effets. Ça réduit les symptômes de Parkinson. J'ai une étude en Alzheimer, des patients hospitalisés qui ont démontré qu'on utilise la lumière le matin, resynchroniser leur horloge biologique à l'intérieur de la chambre d'hôpital, diminue aussi les symptômes, améliore le comportement. Le déclin cognitif, j'ai appris récemment, le mois dernier, il y a un article qui indique que le déclin cognitif commence à 60 ans. Moi, c'est l'année prochaine, donc j'ai très hâte. Toi, Marc-André, ça a dû... T'es proche. Et que la lumière pourrait avoir un effet pour éviter ça, pour réduire le déclin cognitif. Le TDAH, on utilise des psychostimulants pour le TDAH, mais la lumière bleue est un stimulant qui pourrait être efficace. Il y a même des écoles qui pensent intégrer la lumière ajustée avec des DEL durant la journée pour avoir cet effet-là. Et la myopie, l'organisme de santé mondial ou le mondial de santé a déclaré la myopie comme une maladie. Du fait qu'en 2050, il va y avoir 50 % des enfants qui vont être myopes. Et la myopie, avec le développement, ce n'est pas de la myopie des petites prescriptions de -1, -2, c'est du -8, -10, -15.
Donc, si ces personnes, les enfants développent ça durant l'enfance, rendu à l'âge adulte, ça peut développer des problèmes visuels importants qui peuvent mener jusqu'à la cécité. Donc, c'est hyper important. Et pourquoi? Parce que les enfants vont moins à l'extérieur, s'exposent moins à la lumière naturelle qui contient beaucoup de bleu. Et pour la rétine de l'œil, on a besoin de lumière pour produire la dopamine. Si vous n'avez pas de lumière dans vos yeux, vous ne produisez pas de dopamine à l'intérieur de la rétine. Et cette dopamine-là, cette fameuse dopamine-là qui est très importante, aura un impact sur le développement de l'œil, la maturation de l'œil durant la croissance de la tête et des yeux en même temps. Donc, le fait de moins s'exposer à la lumière naturelle a des impacts sur le développement rétinien. Je vais finir avec... bon, ça, c'est... Au niveau des hôpitaux, on pourrait penser... On m'avait approché pour conseiller sur un éclairage d'hôpital, puis j'avais répondu, c'est pas là, il faut s'en aller. Il faut aller plus peut-être vers des traitements individualisés, que les gens choisissent, qu'ils aient le contrôle sur ce qu'ils veulent. Ici, on a la lampe de luminothérapie. Le simulateur d'aube, c'est une lumière qui va s'allumer graduellement le matin, qui va préparer l'horloge. Le cerveau va dire, ben, le matin, arrive comme un lever du soleil et ça fonctionne très, très bien. C'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé dans l'étude d'Alzheimer et nous, on l'utilise en ce moment dans la dystrophie myotonique, qui est une maladie de dégénérescence musculaire où les patients, où le symptôme qui les affecte le plus, c'est la fatigue et le fait que l'horloge soit décalée par rapport au niveau social. Donc, on utilise ça en ce moment, on va voir les impacts. Mais il y avait un fait intéressant, puis je me ramène à Frédéric, sur la nature, c'est qu'il y avait une patiente qui a contacté une artiste la patiente avait cette toile-là pendant sa chimiothérapie, puis elle disait que cette toile-là l'avait aidé énormément. C'est une toile de bouleau, donc un peu abstraite. Et j'ai fait une recherche et le bouleau a la capacité à pousser dans les sols les plus défavorables. Donc, ça fait penser à de la résilience. Et la patiente avait dit, elle avait contacté l'artiste, elle a dit, cette toile-là m'a aidé pour mon traitement, pour guérir. Imaginez-vous, une toile. On ne peut pas s'attendre à quelque chose. On avait été très surpris de ça. Ça, c'est l'artiste qui est mon ami qui fait ces toiles-là. Mais l'impact d'une toile seulement, là, on parlait des plantes tout à l'heure, ça semble important. Donc, ça revient à ma citation du début qu'observer un paysage ou une toile ou de l'art stimule l'esprit sans le fatiguer et l'apaise tout en le stimulant. Et ainsi, l'esprit influençant le corps, c'est l'ensemble du système qui s'en trouve rafraîchi et dynamisé. Donc, il y a comme un retour du fait psychologique qui va avoir un impact sur la guérison de ce qu'on pense au niveau nature, l'art-thérapie, des toiles ou sur tout ce qui nous fait sentir du bien. Hier, on parlait avec un autre chercheur de la musique, l'impact. Et là, on a en ce moment une chercheure qui étudie l'impact d'être dans une chorale sur le déclin cognitif avec des études en imagerie qui est en train de se faire en ce moment, mais ça pourrait aussi avoir un impact. Donc, ça termine ma présentation. Je remercie le Vinatier, Cindy, Sylvia, pour votre organisation. C'est apprécié. Bon, j'imagine que vous souhaiteriez qu'on passe directement au repas. Moi, je soulignerais tout simplement que la thérapie, l'ortithérapie, ça ne marcherait pas avec moi. Parce que j'ai toujours dit que pour une plante, venir sous mes soins, c'est un geste suicidaire. Alors, merci. Le repas sera à côté.